cette distanciation, ce rapport on pourrait dire de virtualité, mais c'est faux en fait. C'est pas une vraie virtualité, et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est que les hommes à qui j'ai parlé, qui faisaient ce travail-là, ils considéraient leur bateau, c'est un boulot hyper stressant, quoi, qui prend toute leur énergie. Ils doivent placer leur navire au bon endroit, au bon moment, pour faire un maximum de bénéfices. Donc c'est comme à la bourse, quand on achète et qu'on vend avec des marges. On doit faire le même genre d'effort, mais il y a un vrai navire qui doit se déplacer. Et rapidement, ils se surprennent à ne voir ce bateau que comme un point sur une carte. Et soudain, ils ont des espèces d'événements réels, les caisses qui sont mises dans le mauvais ordre, comme dans la scène, où les caisses les plus lourdes sont mises en haut par erreur, elles tombent dans la mer. Ou alors un des hommes avait dit qu'il avait des rhinocéros en Afrique qui étaient montés sur le pont de son bateau et commençaient à abîmer les containers. Et à ce moment-là, d'un coup, ce petit point devient un vrai bateau, très concret, avec un équipage, etc. Mais ils ont tendance à l'oublier. Et je trouvais ça intéressant parce que c'était une manière de parler aussi de notre rapport, nous, à la consommation. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer les rayons de supermarché comme une espèce d'interface ou un écran derrière lequel il n'y aurait rien. Et on pourrait se dire, tiens, c'est virtuel. Or, c'est faux. Voilà, comme le rappelait les rhinocéros à cet homme-là, derrière, s'il n'y avait rien, ce ne serait pas grave, parce que ça voudrait dire que derrière nos actes de consommation, il n'y a pas de violence possible, vu qu'il n'y a rien. Et je pense qu'on a tous envie de croire qu'il n'y a rien. C'est beaucoup plus simple. Or, derrière, il y a tout un monde, il y a toute une chaîne, et la violence, elle finit par avoir une répercussion quelque part. Et la question terrible du film, c'est est-ce qu'une violence est-ce qu'un homme dont on ne voit jamais le visage, dont on ne connaît pas le nom, est-ce que la violence qu'on lui a infligée a le moindre impact sur quoi que ce soit? Ou est-ce qu'on est trop loin? Est-ce qu'on est capable d'encore se projeter? Et ça, c'est une des questions centrales du film, effectivement. Et après, ce que vous disiez sur la famille, c'est la même chose, mais c'est autre chose. C'est une manière le film représente aussi le travail de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il nous... Comme je disais tout à l'heure, Franck n'est pas une victime. Donc on ne peut pas montrer Franck comme étant victime d'un système, purement et simplement. C'est plus compliqué que ça. Et c'est ce que j'avais aussi observé chez les cadres que j'avais rencontrés, c'est que ils ont le sentiment de ne pas avoir de patron. C'est-à-dire que dans une usine, on a son patron, et puis on est contraint à travailler de manière assez verticale. Et ce que je voyais chez ces hommes-là, c'est qu'ils avaient toujours leur portefeuille à gérer, ils peuvent faire leurs propres horaires. Ils avaient le sentiment d'être leur propre chef. Mais ce n'était pas vrai, parce qu'ils étaient employés. Et en fait, ce qu'on attendait d'eux, c'est qu'ils devancent la demande de l'entreprise. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est que... en fait, c'était de parler de la manière dont le travail devait coloniser l'esprit de celui qui travaillait. Et comment ça s'immisce dans l'intime, et ça s'immisce dans la famille. Et on voit bien que la famille qui a été construite, Franck a construit sa famille sur les mêmes valeurs que celles du travail. C'est-à-dire qu'il a cru en ce système qui lui a dit si tu sacrifies tout pour moi, tu obtiendras tout. Et puis effectivement, il a tout obtenu sur le plan matériel, et il a tout sacrifié aussi. Mais ce qu'il a sacrifié, c'est l'humain, c'est-à-dire qu'on voit bien que ça ne suffit plus. Et il a fabriqué une vie où il n'y a plus de place, où le travail n'a plus toute la place.